Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite 3 hommes sur un bateau, sans parler du chien. Et c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Chapitre 8. Chantage. La vraie méthode à suivre. Égoïsme et muflerie du propriétaire riverain. Les écriteaux attention. Sentiment peu chrétien de Harris. Harris, chanteur comique. Une soirée dans le grand monde, honteuse conduite de 2 jeunes sacripants. Quelques renseignements inutiles, George achète un banjo. Nous fîmes halte pour déjeuner sous les saules, aux abords de Kempton Park. Il y a là un endroit assez joli, un agréable plateau de gazon qui longe le bord du fleuve à l'ombre des saules. Nous en étions à peine au 3e service, pain et confiture, lorsqu'un citoyen en bras de chemise et bouffarde au bec s'approcha de nous et nous déclara que nous n'avions pas l'air de savoir que nous étions sur une propriété privée. Nous lui répondîmes que nous n'avions pas encore examiné la chose d'assez près pour arriver sur ce point à une conclusion définitive, mais que, s'il nous donnait sa parole d'honneur que nous étions en effet sur une propriété privée, nous n'hésiterions pas plus longtemps à le croire. Il nous donna l'assurance requise et nous le remerciâmes, mais comme il ne s'en allait toujours pas et qu'il semblait mécontent, nous lui demandâmes si nous pouvions faire encore quelque chose pour lui. Harris, qui est à la bonne franquette, lui offrit une tartine de confiture. Ce personnage devait appartenir, j'imagine, à une société où l'on jurait de s'abstenir de tartines de confiture, car il refusa d'un ton rogue, comme s'il était fâché d'avoir à subir cette tentation, et il ajouta qu'il se voyait dans l'obligation de nous expulser. Harris lui répondit que si tel était son devoir, il lui fallait s'en acquitter, et il l'interrogea sur les moyens qu'il jugeait les meilleurs pour l'accomplir. Harris est ce qu'on peut appeler un type bien bâti et de belle taille, et il a l'air d'un rude costaud. Notre visiteur le mesura du regard et répondit qu'il allait consulter son maître, après quoi il reviendrait nous flanquer tous les deux à l'eau. Naturellement, on ne le revit plus. Ce qu'il voulait, bien entendu, c'était un shilling. Il y a tout le long de la Tamise un certain nombre d'écumeurs des rives qui se font de vraies rentes pendant l'été en rôdant sur les berges et en faisant chanter de cette façon les pauvres nigauds. Ils se prétendent envoyés par le propriétaire. La vraie méthode à suivre est de leur décliner vos noms et adresses et de laisser le propriétaire, si celui-ci a en effet quelque chose à voir avec l'aventure, vous convoquer devant les tribunaux et faire la preuve du dommage que vous avez causé à ces terres en vous asseyant sur leur bord. Mais la majorité des gens sont d'une mollesse et d'une timidité si grande qu'ils préfèrent encourager l'imposture en lui cédant plutôt que d'y mettre fin en faisant preuve d'un peu de fermeté. Là où ce sont réellement les propriétaires qui sont coupables, on devrait les montrer du doigt. L'égoïsme des propriétaires riverains augmente chaque année. Si on les laissait faire, ils clôtureraient complètement la Tamise. Ils le font déjà sur les petits affluents et dans les bras morts. Ils plantent des piquets dans le lit de la rivière, tendent des chaînes d'une rive à l'autre et clouent d'énormes écriteaux sur chaque arbre. La vue de ces écriteaux réveille tous les mauvais instincts de mon être. Je me sens l'envie de les arracher tous l'un après l'autre et d'en marteler la tête de l'individu qui les a fait poser jusqu'à ce que mort s'en suive, après quoi je l'enterrerai et mettrai la pancarte sur sa tombe en guise d'épitaphe. Je fis part de mes sentiments à Harris et il me répondit que les siens étaient pires encore. Il éprouvait non seulement le désir d'assassiner le misérable qui avait fait poser les écriteaux, mais il aimerait en outre massacrer sa famille entière avec tous ses amis et connaissances et mettre ensuite le feu à sa maison. Cette vengeance me parut aller un peu loin et j'en fis part à Harris, mais il répliqua « Pas du tout, il n'aurait que ce qu'il mérite et j'irai chanter des chansonnettes comiques sur les ruines. » J'étais fâchée d'entendre Harris donner cours à ces tendances sanguinaires. Il ne faut pas que nos instincts de justice dégénèrent en pur esprit de vindicte. Il me fallut un bon moment pour ramener Harris à des sentiments plus chrétiens, mais j'y réussis enfin. Il me promit d'épargner en tout cas les amis et connaissances et de ne pas chanter de chansonnettes comiques sur les ruines de la maison.
vous n'avez jamais entendu Harris se livrer à cet exercice, sinon vous comprendriez le service que je venais de rendre à l'humanité. C'est une des idées bien arrêtées de Harris qu'il sait chanter la chansonnette comique. Ceux de ses amis qui l'ont entendu sont, au contraire, bien persuadés qu'il ne sait pas et ne saura jamais chanter, et qu'on ne devrait même pas lui permettre d'essayer. Quand Harris est à une soirée où on le prie de chanter, il répond « Oui, mais je vous préviens, je ne sais chanter que la chansonnette comique. » Et il vous dit cela d'un ton à faire croire à sa maestria dans cette partie, et que c'est une chose qu'on doit entendre une fois avant de mourir. « Oh, ça c'est gentil, reprend la maîtresse de maison. Chantez-en une, monsieur Harris. » Et Harris se lève et s'approche du piano avec la joie rayonnante d'un cœur généreux qui s'apprête à faire un cadeau à quelqu'un. « Allons, silence, s'il vous plaît, que tout le monde se taise, dit la maîtresse de maison s'adressant à ses invités. « Mr. Harris va nous chanter une chanson comique. »« Oh, charmant, murmure-t-on. » Et on revient en hâte du jardin d'hiver, on remonte les escaliers, on va s'avertir les uns les autres par toute la maison et on s'entasse dans le salon où on fait le cercle en souriant à l'avance. Puis Harris commence. Certes, on ne considère pas qu'il faille mettre beaucoup de voix dans une chanson comique. On ne s'attend pas à une diction ni à des vocalises impeccables. On se soucie peu que le chanteur s'aperçoive au milieu d'une note qu'il l'a prise trop haut et qu'il descende brusquement d'un ton. On ne se préoccupe pas de la mesure. On se moque que l'exécutant soit de 2 mesures en avance sur l'accompagnateur et s'interrompe au milieu d'un couplet pour se mettre d'accord avec le pianiste afin de reprendre la strophe. Mais on espère au moins qu'il connaît les paroles. On ne s'attend pas à ce que le monsieur ne se rappelle plus que les 3 premiers vers du premier couplet et ne cesse de les répéter jusqu'au moment. On ne s'attend pas à ce que le monsieur ne se rappelle plus que les 3 premiers vers du premier couplet et ne cesse de les répéter jusqu'au moment d'entonner le refrain. On ne s'attend pas à ce qu'il s'arrête au beau milieu d'un vers et avoue, avec un sourire niais, que c'est très drôle mais qu'il n'est pas capable de se rappeler la suite. Et puis qu'il tente de l'improviser lui-même. Et qu'alors il se la rappelle tout à coup, une fois arrivé à un endroit tout différent du morceau, et s'interrompt sans crier gare pour la reprendre et vous la servir illico. On ne s'attend pas. Mais je préfère vous donner une petite idée de Harris en tant que chanteur comique, et vous pourrez ainsi en juger par vous-même. Je fais penser à quelqu'un. Harris, debout à côté du piano et s'adressant à la foule en attente. Oh là là, qu'est-ce que ça va faire? Je crains que ce ne soit un peu vieux, vous comprenez. Je suppose que vous la connaissez tous, n'est-ce pas? Mais c'est la seule que je sache. C'est la chanson du juge dans le Pinafore. Non, je me trompe, ce n'est pas le Pinafore que je veux dire, c'est... Oh, vous savez bien, l'autre opérette, quoi. Vous reprendrez tout ce refrain, n'est-ce pas? Murmure d'approbation et impatience de reprendre au refrain. Brillante exécution du prélude à la chanson du juge dans cour d'assises par le pianiste nerveux. Vient le moment où Harris doit entamer sa partie. Harris n'en tient pas compte. Le pianiste nerveux recommence son prélude et Harris, qui commence à chanter en même temps que lui, démarre sur l'air de l'amiral dans le Pinafore. Le pianiste nerveux tente de poursuivre son prélude, il renonce et s'efforce de suivre Harris avec l'accompagnement à la chanson du juge dans cour d'assises, s'aperçoit que cela ne correspond pas, se demande où il en est, ce qu'il fait là, sans qu'il perde la tête et s'arrête court. Harris l'encourageant avec amabilité. « C'est parfait, vous vous en tirez très bien, continuez. » Le pianiste nerveux. « Je crains qu'il y ait erreur quelque part. Que chantez-vous » Harris vivement. « Mais la chanson du juge dans cour d'assises, vous ne la connaissez pas ?» Un ami de Harris du fond de la salle. « Mais non, tu n'y es pas, Andouille, ce n'est pas cela que tu chantes, c'est la chanson de l'amiral dans le Pinafore. » Discussion prolongée entre Harris et l'ami de Harris sur la question de savoir ce que Harris chante en réalité. Pour finir, l'ami reconnaît que peu importe la chanson pourvu que Harris continue à la chanter. Et Harris, évidemment blessé par cette injustice, prie le pianiste de recommencer. Le pianiste donc entame le prélude de la chanson de l'amiral et Harris, saisissant dans la musique ce qu'il croit être l'instant favorable, commence. Dans ma jeunesse, appelé au barreau. Éclat de rire général que Harris prend pour un compliment. Le pianiste, songeant à sa femme et ses enfants, renonce à une lutte inégale et se retire. Il est remplacé par un monsieur au nerf plus solide. Le nouveau pianiste, jovial. « Allons-y, mon vieux, attaque, je te suis. Nous nous fichons du prélude. »
Harris, qui a fini par comprendre, riant. Ah, saperlipopette, je vous demande pardon. C'est juste j'ai confondu les deux morceaux. C'est Jenkins qui m'a embrouillé, vous comprenez? Maintenant, allons-y. Il chante, sa voix semble sortir de la cave et elle fait songer au premier grondement sourd d'un tremblement de terre. Dans ma jeunesse, je fus une saison, je connais pas l'air, moi. Saute ruisseau dans une étude de notaire. Au pianiste, à part. C'est trop bas, mon vieux, nous allons recommencer ça, si cela ne te fait rien. Il rechante les deux premiers vers d'une voix de fausset suraigu. Grand étonnement dans l'auditoire, une vieille dame nerveuse près de la cheminée se met à pleurer. On l'emmène. Harris continuant. Je peux les mettre, je peux payer la porte, Non, non, ce n'est pas ça, je nettoyais les vides de la porte d'entrée, je cirais le parquet. Oh non, zut. Je vous redemande pardon. C'est rigolo, je n'arrive pas à retrouver ce couplet et je... Ma foi, tant pis, nous allons passer au refrain. Il chante. Et je dis donc, je suis devenu le grand chef de la marine royale. Allons-y en chœur pour le refrain. On répète les deux derniers vers simplement, tous en chœur. Et il dit donc, il est devenu le grand chef de la marine royale. Et Harris ne s'aperçoit jamais qu'il se rend ridicule et qu'il ennuie à mourir un tas de gens qui ne lui ont jamais fait de mal. Il se figure sincèrement qu'il leur a procuré un grand plaisir. Il promet de chanter une autre chanson comique après le dîner. À propos de chansons comiques et de soirées, ça me rappelle un autre incident assez curieux auquel j'ai un jour assisté. Comme il éclaire le fonctionnement intime de l'esprit humain en général, il convient, je crois, de le relater ici. Nous étions à cette soirée tous gens comme il faut et très cultivés. Nous avions nos plus beaux habits, nous causions avec distinction et nous tous étions fort aises. Je dis bien tous, à l'exception de deux jeunes étudiants en retour d'Allemagne, jeunes gens vulgaires qui avaient l'air agités et mal à l'aise, comme s'ils trouvaient le temps long. À la vérité, nous étions trop intelligents pour eux. Notre conversation brillante, mais raffinée, les dépassait, ainsi que nos goûts de gens bien élevés. Ils n'étaient pas à leur place parmi nous. Ils n'auraient jamais dû s'y trouver. Ce fut après coup l'avis unanime. On joua des morceaux des vieux maîtres allemands. On discuta philosophie et morale, on flirta avec une dignité pleine de grâce. On eut même de l'esprit, comme dans le grand monde. Après le dîner, quelqu'un récita un poème français qui fut déclaré admirable. Puis une dame chanta en espagnol une romance sentimentale, si touchante qu'elle fit pleurer un ou deux d'entre nous. Ces deux jeunes gens se levèrent ensuite et nous demandèrent si nous avions déjà entendu Herr Slausenbochen, je sais pas, qui venait précisément d'arriver et se trouvait en bas dans la salle à manger. Chanter en allemand son grand air comique. Personne de nous ne l'avait entendu, à notre souvenance. Les jeunes gens affirmèrent que c'était la chanson la plus désopilante que l'on eût jamais composée et ils nous offrirent, si nous voulions, de la faire chanter à Herr Slausenbochen, qu'ils connaissaient très bien. Elle était si tordante, ajoutèrent-ils, que certains jours où Herr Slausenbochen l'avait chantée devant l'empereur d'Allemagne, on avait dû l'emporter, l'empereur d'Allemagne, pour le mettre au lit. Personne au monde, d'après eux, ne savait la chanter comme Herr Slausenbochen. Il gardait d'un bout à l'autre un sérieux si absolu que c'était à croire qu'il débitait une tragédie, et naturellement c'en était d'autant plus tordant. Pas une fois il ne laissait deviner à ses intonations ni à ses gestes qu'il chanta un air drôlatique, ce qui eût gâté l'effet. C'était son apparence de sérieux, presque de souffrance, qui lui conférait un comique tellement irrésistible. Nous répondîmes que nous aspirions vivement à l'entendre et que cela nous amuserait beaucoup. Ils descendirent chercher Herr Slausenbochen. Celui-ci ne demandait certes pas mieux que de chanter son grand air, car il arriva aussitôt et se mit au piano sans mot dire. « Oh, cela vous amusera, vous allez rire !» chuchotèrent les jeunes gens en traversant le salon pour aller se poster modestement derrière le dos du professeur. Herr Slausenbochen s'accompagnait lui-même. Le prélude n'annonçait pas précisément une chanson comique. C'était un air plein d'âme et d'un lugubre à vous donner la chair de poule. Mais nous nous disions tout bas l'un à l'autre que c'était la méthode allemande, et nous nous apprêtions à nous amuser.
Quant à moi, je ne comprends pas l'allemand. Je l'ai appris à l'école, mais je n'en savais plus un mot 2 ans après la fin de mes études et ne m'en suis pas trouvé plus mal depuis. Mais je ne tenais pas dans ce salon à laisser deviner mon ignorance, et je m'avisais d'un subterfuge qui me parut assez bon. Je ne quittais pas des yeux les 2 jeunes étudiants et je suivis leur exemple. Quand ils gloussaient, je gloussais. Quand ils éclataient de rire, j'éclatais aussi. Et de temps à autre, j'ajoutais pour mon compte un léger ricanement, comme si j'apercevais un trait d'esprit qui avait échappé aux autres. Cet artifice me semblait particulièrement heureux. Au cours de la chanson, je ne tardais pas à remarquer que bon nombre d'autres personnes tenaient les yeux fixés, tout comme moi, sur les 2 jeunes gens. Ces autres personnes gloussaient quand les jeunes gens gloussaient et pouffaient quand ils pouffaient, et comme les 2 jeunes gens ne cessèrent pour ainsi dire pas de glousser, de pouffer et de se tordre d'un bout à l'autre du morceau, cela marchait parfaitement bien. Mais malgré tout, le Herr Professeur n'avait pas l'air satisfait. Quand on se mit à rire pour la première fois, une expression de surprise intense se peignit sur son visage, comme s'il se fût attendu à un tout autre accueil qu'à des rires. Cela nous parut très drôle. Son sérieux imperturbable formait le meilleur de son art comique. S'il eût le moins du monde laissé voir qu'il se rendait compte de cet effet burlesque, il l'aurait entièrement gâché. Comme on riait encore, la surprise fit place sur ses traits un air de contrariété et d'irritation, et il promena sur nous tous, sauf sur les 2 jeunes gens qui se trouvaient derrière son dos et qui ne le voyaient pas, des regards indignés et farouches. Cela nous désopila. Nous n'en pouvions plus. Décidément, il nous ferait mourir, ce farceur. À elle seule, déclarions-nous, les paroles suffisaient à faire pâmer de rire, mais qu'il y ajoutât encore cette gravité postiche. Non, en vrai, c'était top. C'était trop, pardon. C'était trop. Je me disais aussi. Au dernier couplet, il se surpassa. Il promena tout autour de lui un tel regard de férocité concentrée que si nous n'avions été prévenus que c'était la méthode allemande de chanter le comique, nous en aurions éprouvé de l'inquiétude. Et il mit dans cette musique lugubre un tel accent de douleur déchirante que si nous n'avions pas su que c'était une chanson comique, nous en aurions sans doute pleuré. Il acheva au milieu d'un complet délire d'hilarité. C'était, affirmions-nous, la plus belle drôlerie que nous eussions entendue de toute notre vie. Nous jugions étrange qu'en présence de faits comme celui-ci pût subsister le préjugé vulgaire que les Allemands ne possèdent pas le sens comique. Nous demandâmes au Herr Professeur pourquoi il ne faisait pas traduire sa chanson en anglais, pour permettre aux profanes de la comprendre et d'apprécier l'intensité de son comique. Alors Herr Professeur Slossenborchen se leva et devint terrible. Il nous injuria en allemand, langue à mon avis singulièrement appropriée à cet effet. Et il trépigna, nous montrant le poing et nous donnant tous les noms qu'il savait en anglais. Il n'avait de sa vie, disait-il, reçu pareil outrage. La vérité nous apparut. Son morceau n'était pas du tout une chanson comique. Il concernait une jeune fille vivant dans les montagnes du Harz et qui avait donné sa vie pour sauver l'âme de son fiancé. À sa mort, celui-ci retrouvait l'âme sœur dans les airs, mais pour finir au dernier couplet, il répudiait l'esprit de sa fiancée et s'enfuyait avec un autre esprit. Je ne garantis pas les détails, mais l'histoire était en tout cas des plus navrantes. Herbochen ajouta qu'il l'avait chantée un jour devant l'empereur d'Allemagne et qu'il, l'empereur d'Allemagne, avait sangloté comme un petit enfant. Herbochen, nous dit que ce morceau était considéré généralement comme un des plus tragiques et des plus émouvants de la littérature allemande. La situation était embarrassante pour nous, très embarrassante. Il n'y avait rien à répondre. On chercha du regard les 2 jeunes gens, auteurs du méfait, mais ils avaient subrepticement quitté la maison dès la fin du morceau. La soirée prit fin là-dessus. Je n'ai jamais vu de soirée finir aussi discrètement et avec si peu de cérémonie. On ne se dit pas bonsoir, on descendit l'escalier un par un, à pas furtifs et en se tenant dans l'ombre. Au vestiaire, chacun demandait tout bas chapeau et manteau, puis s'éclipsait, tournant au coin de la rue au plus vite en évitant les autres. Depuis lors, je n'ai jamais plus pris grand intérêt aux chansons allemandes. Nous atteignîmes l'écluse de Sunbury à 3h30. Le fleuve y est d'une beauté exquise. Juste avant d'arriver aux portes, et le canal de décharge est charmant, mais n'essayez pas de le remonter à la rame. Je le tentai une fois, j'étais aux avirons, et je demandai aux copains qui étaient au gouvernail s'ils croyaient que ce fût faisable.
Certes oui, rien de plus faisable, me répondirent-ils, à condition de souquer ferme. Nous étions alors juste sous la petite passerelle qui franchit le canal entre les deux barrages. Me courbant sur les rames, je me mis à souquer. Je ramais superbement, à longs coups d'un rythme égal. Mes bras, mes jambes, mon torse y coopéraient. Je réalisai un excellent coup d'aviron merveilleusement rapide et ce fut un travail de grand style. D'après mes deux amis, c'était plaisir de me voir. Au bout de 5 minutes, persuadés que nous devions être tout près du barrage, je levai les yeux. Nous étions toujours sous la passerelle, exactement au même point qu'au début, et devant moi ces deux idiots se tordaient de rire. Je m'étais démené comme un perdu pour maintenir le canot immobile sous la passerelle. Aussi maintenant, je laisse à d'autres le soin de remonter à l'aviron contre de forts courants. Nous arrivâmes ensuite, toujours ramant, à Walton, ville de moyenne importance. Comme dans toutes les agglomérations riveraines, on n'en voit du bord de l'eau qu'un tout petit coin, si bien que, du canot, on la prendrait pour un village d'une demi-douzaine de maisons au plus. Windsor et Abingdon sont les deux seules villes entre Londres et Oxford, dont on aperçoive réellement quelque chose de la Tamise. Toutes les autres se cachent derrière des tournants et n'ont qu'une vue furtive sur le fleuve du haut d'une rue. Je leur suis reconnaissant de vouloir bien laisser les rives aux bois, aux champs et aux stations hydrauliques. Reading même a beau faire son possible pour déshonorer, salir et rendre hideuse toute la partie du fleuve qu'elle peut atteindre, elle a quand même le bon esprit de tourner d'un autre côté son laid visage. César, bien entendu, avait un établissement à Walton, camp, retranchement ou autre chose de ce genre. César ne manquait jamais de remonter les cours d'eau. La reine Élisabeth est venue là, elle aussi. Allez où vous voudrez, il est impossible de se débarrasser de cette femme. Cromwell et Bradshaw, pas le Bradshaw de l'indicateur des chemins de fer, mais l'exécuteur du roi Charles, ont pareillement séjourné ici. Ils ont eu, j'imagine, un petit entretien fort agréable. Il y a dans l'église de Walton un bris de mégère de fer. On employait ces instruments jadis pour dompter les langues féminines. On y a renoncé depuis. Je suppose que le fer est devenu rare et qu'on n'a pas trouvé d'autres métals assez résistants. Il y a aussi dans l'église des tombeaux remarquables. Je craignais de ne pouvoir en arracher Harris, mais il ne parut pas s'aviser de leur existence et nous continuâmes notre chemin. En amont du pont, le fleuve fait énormément de méandres, qui le rendent fort pittoresque, mais qui sont exaspérants du point de vue halage ou aviron, et entraînent des disputes entre l'homme de barre et celui qui souque. On aperçoit ici, sur la rive droite, Hotlands Park. C'est un vieux domaine célèbre. Henri VIII le vola à l'un ou à l'autre de ses seigneurs, j'oublie à qui, et y habita. Le parc renferme une grotte que l'on peut visiter en payant et qui est, paraît-il, merveilleuse. Mais ce n'est pas mon avis. Mais ce n'est pas mon avis. La feu duchesse d'York, qui résidait à Hotlands, aimait beaucoup les chiens et en possédait une quantité innombrable. Elle avait fait établir un cimetière spécial où on les enterrait après leur mort. Ils y reposent au nombre d'une cinquantaine et chacun a sa pierre tombale munie d'une épitaphe. Je reconnais d'ailleurs que les chiens le méritent tout autant que n'importe quel chrétien. Au pilotis de Cornwall, le premier tournant après le pont de Walton, fut livrée une bataille entre César et Cassivellonus. Cassivellonus avait barré le fleuve pour arrêter César, en y plantant une foule de pilotis, et il les munit sans aucun doute d'un écriteau. Mais César n'en passa pas moins. Impossible d'écarter César de ce fleuve. Voilà le genre d'homme qu'il nous faudrait maintenant pour ramer dans le canal de décharge. Halliford et Shepperton sont deux jolies petites localités, vues de la Tamise, mais qui n'ont rien de remarquable ni l'une ni l'autre. Il y a toutefois dans le cimetière de Shepperton une tombe sur laquelle se lit un poème, et j'appréhendais qu'il ne prît envie à Harris d'aller rôder par là. Je le vis lancer un regard de désir sur le débarcadère dont nous approchions. Je fis donc en sorte, par une secousse opportune, d'envoyer sa casquette à l'eau et son empressement à la repêcher, joint à son indignation de ma maladresse, lui firent oublier ses tombes chéries. À Weybridge, la jolie petite rivière, navigable jusqu'à Guildford pour des canots légers, et que j'ai toujours eu le désir de remonter sans jamais le faire, la Bourne et le canal Basingstoke se jettent tous trois dans la Tamise.
L'écluse est juste avant la ville, et la première chose que nous aperçûmes sur l'une des portes du sas fut le blazer de Georges. Et dans ce blazer, un examen plus attentif nous le révéla, était Georges en personne. Montmorency se mit à aboyer avec fureur. Je poussai de grands cris, Harris beugla. Georges agita sa casquette et nous répliqua par des hurlements. L'éclusier se précipita hors de chez lui, armé d'un croc, car il était persuadé que quelqu'un venait de tomber dans l'écluse et il parut mécontent de voir qu'il n'en était rien. Georges portait à la main un paquet bizarre revêtu de toile cirée. C'était arrondi et plat par un bout, et il en sortait de l'autre un long manche droit. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Harris. « Une poêle à frire ?»« Non, répondit Georges avec un regard étrange et illuminé. Cela fait fureur cet été. Tout le monde en a sur la Tamise. C'est un banjo. » « Je ne savais pas que tu jouais du banjo, » nous écriâmes-nous en même temps, Harris et moi. « Je n'en joue pas encore tout à fait, » répliqua Georges, « mais c'est très facile, m'a-t-on dit. J'ai acheté la méthode pour apprendre. » Et c'est la fin du chapitre 8, et c'est la fin de cette lecture. Voilà. Pardon, je baille. Houdini me parle en rêve, me convoque à l'absolution des lucioles, âmes étranglées, possessives. Nous décidons du moment de leur libération. Comme mari et femme, nous hurlons devant leurs maisons illuminées. Notre cérémonie n'est que mauvaise fièvre. Un événement minuscule, un insecte, appelle mon désespoir, mon serment. Les heures passées au chevet de moi-même. C'était ma faute si l'un se jetait en voiture du haut d'un pont, si l'autre reniait ses enfants. Je n'avais souscrit à aucune assurance qui m'aurait donné la foi. Je ne deviendrai ni fruit ni fleur. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je mange la nourriture de ma mère, tomates, blé et Frank Sinatra, ma non troppo. Elle m'a laissé des pas de cha-cha-cha que j'exécute devant les Chinois de la petite enfance. Mes pieds alphabétiques, le cuir et les talons. Mon premier amour se presse à la fenêtre. J'avais oublié qu'elle le détestait. Carl David. Je ne sais pas où j'étais, si c'était dans les herbes rouges. Une sorte de don. Une sorte de don. L'année de ma disparition. Allez savoir. J'ai pris au hasard. Je pensais à quelque chose que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je m'arrête là. C'était pas très... Bon, si, après tout. Ça n'a pas besoin d'être gai la fin, toujours. Je préfère, cela dit. Oui, je préfère les fins heureuses aussi. Donc, prenez soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine lecture. Enfin, de celle-ci dans une semaine. Merci. À bientôt.